Bonjour les amis, salutations à toutes et à tous, bienvenue. L'heure est grave. Avec ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël, on constate que on est encore monté d'un cran dans l'escalade en fait militaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement pointer un aspect, un angle très particulier par rapport à ce qui se passe, mais je me situe dans une perspective de pédagogie et de pouvoir vous apporter, disons plutôt, un élan d'émancipation, de connaissance, de compréhension des enjeux technologiques, mais également de ce qui devrait être l'élément central de mon message, qui est que aujourd'hui, particulièrement quand je regarde, donc je vais aller du général vers le particulier, le monde entier, on peut faire ce constat, on le fait ensemble d'ailleurs, qu'un certain nombre de nations disposent des armes les plus puissantes, donc l'arme nucléaire par exemple, en l'occurrence là, qui est citée, et à d'autres nations, on nie le droit d'en disposer. Alors, bon, soit c'est un fait que l'on constate, bien évidemment, parce que derrière, il y a des relents de soupçons du fait que certaines nations qui voudraient disposer de l'arme nucléaire, ce serait plutôt une forme d'offense, en fait, vis-à-vis des nations qui en disposent déjà. Et donc, par conséquent, cela devrait être encadré, mais pas, disons, les mêmes nations, en l'occurrence dominantes, qui en possèdent déjà. Et par ailleurs, donc, dans cette constatation, on voit bien que cela devient de plus en plus plutôt une forme d'hégémonie qui s'installe, une domination également tous azimuts, du fait que, par exemple, les États-Unis peuvent sanctionner le monde entier de manière générale et à travers tout son parapluie militaire, mais également technologique. Dans la technologie, il y a bien évidemment le fait de maîtriser les sciences. Aujourd'hui, particulièrement, lorsqu'on regarde d'ailleurs donc les frappes, les dernières récentes informations, les frappes en Israël et vis-à-vis également de l'Iran, on voit bien qu'il y a la question de la maîtrise de la technologie qui est au cœur de ce conflit. La technologie, évidemment, est également ici comme levier fondamental sur lequel on se repose pour pouvoir prouver que l'on est plus puissant que son ennemi. Et dans ces preuves-là, dans cette preuve, vous avez par exemple particulièrement le dôme de fer israélien qu'on ne présente plus comme étant un bijou de technologie, une prouesse d'ailleurs qui est preuve de bouclier pour Israël pour se défendre contre une attaque iranienne ou contre toute attaque étrangère. Ici, tout particulièrement dans cette question de dôme de fer, vous avez derrière la maîtrise des lois physiques, des sciences dures. Donc, j'ai parlé de technologie, mais derrière la technologie, n'oubliez pas, c'est tout simplement la traduction des sciences dures, sciences physiques, mathématiques, etc., maîtrisées qui permettent de déployer ce genre de système. Et dans le déploiement de ce genre de système, vous avez quoi? Vous avez au cœur d'une loi physique, tout simplement, le calcul de trajectoire d'un missile balistique. Et moi, j'aimerais vous en parler, par exemple, aujourd'hui, enfin, simplement rappeler, disons plutôt, mais de manière pragmatique, pédagogique, essentielle pour toute personne, et notamment pour toute nation, en l'occurrence, par exemple, les pays émergents, les BRICS et un certain nombre de nations africaines qui voudraient se rendre souveraines de leurs décisions. La science est donc le principal moyen par lequel toute nation qui voudrait demain se hisser au sommet des nations souveraines, c'est le levier par lequel toute nation devrait se présenter comme étant une nation crédible en fait. Si vous n'avez pas la maîtrise de la science et donc la maîtrise du système technologique, vous ne pourrez pas être considéré comme étant une nation souveraine. Vous aurez beau parler, avoir des discours, dire que vous êtes colonisé, que on essaye de vous coloniser, etc. Mais en aucun cas, vous ne serez considéré véritablement comme une menace ou pris au sérieux. Calculer par exemple la trajectoire d'un missile balistique. Alors, je suis retourné un peu dans mes classes prépa, dans mes cours de physique, tout simplement, pour vous faire cette petite exposé, pour vous montrer à quel point, avec des connaissances très simples, on peut aller très très loin. Mais quand il s'agit de faire du sérieux, il faut vraiment faire du sérieux.
La trajectoire, par exemple, d'un missile balistique, c'est l'un des problèmes fondamentaux de la balistique militaire. Contrairement au missile en fait guidé, un missile balistique suit une trajectoire déterminée uniquement par les conditions initiales de lancement et les forces physiques en présence. Par exemple, en fait, comprendre et calculer cette trajectoire, c'est crucial. Lorsque le dôme de fer essaye d'anticiper les missiles, les frappes iraniennes, il y a tout cela qui est mis en jeu. Par exemple, la précision de frappe des systèmes d'armes, la défense antimissile, donc prédit l'impact, le point de chute du missile étranger, l'optimisation des performances, donc la portée maximale pour couvrir la zone du territoire qui doit être protégée. Et par conséquent aussi, derrière, la planification militaire stratégique. Voilà par exemple des enjeux très clairs qui définissent clairement le cadre dans lequel on s'inscrit pour pouvoir, à minima, se dire qu'on est capable de mettre sur pied un système balistique puissant. Mais comme je le dis toujours, derrière, ce ne sont que c'est l'application de la science à travers donc des lois physiques. Comment on définit par exemple un missile balistique? Un missile balistique, c'est un projectile qui, après une phase, donc vous avez 3 phases, la phase de propulsion initiale, donc ça suit en fait une trajectoire libre en fait sous l'effet de la gravité uniquement. Bon, je vous donne la définition. Et après, vous avez la phase de rentrée, la phase donc de descente vers la cible en fait. Donc première phase propulsée où vous avez l'accélération par un moteur. Après, vous avez la phase balistique, donc le vol libre sous la gravité. Et puis, vous avez la troisième phase qui est donc la phase de descente vers la cible, en fait, vers le point de chute. Alors, je pense que pour celles et ceux qui ont fait un peu d'études et qui se souviennent d'ailleurs, ok, des hypothèses, par exemple, simplificatrices de base sont quoi? Lorsqu'on veut analyser, par exemple, cette trajectoire-là, on va prendre au début pour comprendre des hypothèses simplificatrices. Pour l'analyse initiale, on va considérer que la Terre est sphérique et uniforme, donc, et absence de résistance atmosphérique, donc on fait fi de ça. On considère que la gravité est constante et on annule la rotation terrestre et on considère qu'on est dans un dans un plan vertical. Quand vous étudiez cette trajectoire-là avec ces conditions, si je dis bien, ces hypothèses simplificatrices de base, vous obtenez le modèle que vous avez étudié en seconde, ou je sais plus quoi, mais un modèle avec une trajectoire parabolique, parce que vous avez en fait les équations de position en fonction du temps. Si vous êtes par exemple dans un système de coordonnées cartésien x, y, vous allez avoir un système d'équations avec des coordonnées qui combinées vous donneront en fait une trajectoire parabolique. Donc le y va s'exprimer en fonction de x sous forme d'équation parabolique. Et derrière, vous allez avoir quoi? La vitesse initiale, l'angle de tir, l'accélération gravitationnelle qui est donc considérée comme constante ici, 9,81 mètres par seconde au carré, et les coordonnées du projectile ici, donc en l'occurrence le missile. Alors, par exemple, avec ces hypothèses-là, il est facile de calculer certains paramètres caractéristiques, par exemple le point de chute, le point d'impact qui est considéré comme la portée maximale. De mémoire, vous considérez que la position Y, on essaie de calculer à quel temps cette position Y va s'annuler. On tire de cette équation le temps et après on injecte ce temps dans la position X pour en déduire évidemment donc la portée maximale. Et vous allez avoir un système de relation avec des cosinus, sinus, parce que voilà l'angle initial étant là et par conséquent vous en déduisez la portée maximale en considérant le numérateur de mémoire, le numérateur pour qu'il soit optimal en fait le plus grand possible. Pourquoi il est essentiel de maîtriser ça? C'est dans un cadre d'abord pédagogique parce que ça vous permet de comprendre avec des hypothèses simplificatrices, mais en réalité, ce qui se passe réellement, vous devez rajouter la résistance de l'air, vous devez rajouter le milieu dans lequel, enfin la viscosité évidemment,
la forme du missile, etc. Et lorsqu'on est dans la prise en compte d'un modèle réel, on est ici dans une courbure terrestre. Pour les missiles à longue portée, par exemple, supérieurs à 100 km, la courbure terrestre, en fait, devient significative. Donc, par conséquent, la trajectoire devient une ellipse dont la Terre occupe un des foyers. Une ellipse, voilà, comme ceci, avec un peu sur les angles, en fait, arrondis. Et dans cette équation elliptique, vous allez avoir en coordonnées polaires, donc ellipse, hein, il faut pas confondre bien évidemment, R, donc la distance au centre de la Terre, dans la définition de l'ellipse en coordonnées polaires, l'excentricité, etc. Bon, bref, un certain nombre de calculs, de paramètres à faire. Alors, les conditions réelles, donc la résistance de l'air, évidemment, vous avez ρ, donc la densité de l'air en kilogrammes par mètre cube, la vitesse du projectile. Donc la vitesse du projectile, vous entendez sans doute parler de Mach 1, Mach 2, etc. Le coefficient de traînée et la surface de référence. Vous prenez ces hypothèses-là, qui sont donc le reflet de la réalité. Vous allez avoir des paramètres beaucoup plus importants, par exemple sur la résistance atmosphérique, évidemment, le fait de réduire la portée de 20 à 40% selon l'altitude, calculer ou modifier l'angle optimal. Tout cela vous donne des paramètres concrets. Maintenant, dans les applications pratiques, le dôme de fer également ici, c'est tout un tas de lois comme ça physiques qui sont intégrées avec, bien sûr, d'ailleurs, certains experts parlent même de rajout de l'intelligence artificielle pour optimiser, avoir des modèles statistiques de référence de point de chute par rapport aux missiles étrangers. Donc, voilà, concrètement, on intègre tout cela dans des calculateurs numériques parce que lorsqu'un missile ou une roquette qui entre sur le sol israélien, il y a des radars qui sont capables de le détecter lorsque c'est possible. Par exemple, donc, pour une roquette, c'est quand même assez évident. D'accord? Parce qu'on est quand même à une vitesse beaucoup moindre qu'un missile balistique qui serait à Mach 5, etc., beaucoup plus. Et donc, vous avez un radar par la suite qui va le suivre dans sa trajectoire, essayer de prédire le point de chute d'impact de cette roquette-là, et par conséquent, envoyer le signal au missile défenseur intercepteur ici, qui viendra percuter cette roquette en question, en fonction de l'information donnée par le système sous le fait que à tel moment, enfin tel point est le point idéal pour pouvoir frapper ce missile, évidemment. Donc pourquoi je le dis et je rappelle tout simplement ces éléments-là, c'est parce que la science, la maîtrise de la technologie est au cœur de la défense antimissile, de la défense militaire et par conséquent de sa souveraineté. Si vous ne maîtrisez pas ça en tant que nation, vous ne pourrez à aucun moment vous dire une nation souveraine. Vous serez toujours des labeurs, en fait, des nations beaucoup plus puissantes et qui maîtrisent donc la technologie, la science de manière générale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, mais pensez-y, on ne vit pas dans un monde dans lequel on voudrait que nos souhaits se réalisent comme ça sans que on ne mette les mains dans le cambouis. Mais il faut véritablement aller comprendre ce qui se passe et détenir le moyen de production par la mise en œuvre, en fait, des lois de la nature, des lois physiques et par conséquent de la maîtrise de la science à un haut niveau. Aujourd'hui, par exemple, vous avez Taïwan qui est potentiellement, de ce que l'on dit ici et là de plus en plus, est menacé par l'invasion chinoise. Mais pourquoi? Parce que Taïwan, on le sait très bien, sur sa capacité à produire les semi-conducteurs dans le monde entier, c'est un élément très très crucial pour la suivi des grandes nations dans ce monde entier. Les États-Unis en tête et la Chine par conséquent. Sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Partagez en tout cas cette vidéo et essayez en tout cas de comprendre un certain nombre de choses, mais l'idée principale c'est d'aller maîtriser les enjeux critiques de ce qui se passe et toujours bien évidemment aller en profondeur des choses. Merci de m'avoir suivi, je vous dis au revoir.